Et voilà. Pour notre troisième soirée de la série Témoignages Carnet de voyage, nous profiterons de la passion et j'oserais dire de l'audace de notre guide qui a voulu choisir des destinations variées, qu'il a su marier avec beaucoup de finesse. Ces choix disent certainement quelque chose du type d'expérience auquel aspirait notre ami Gilles. Merci Gilles d'avoir accepté de nous donner accès à ton riche carnet de voyage. Quelques mots pour le présenter. Ce soir, Gilles, qui est un marcheur passionné des chemins de Compostelle, comme d'ailleurs bien des pèlerins parmi vous, il a découvert que le chemin que l'on choisit finit toujours par raconter un peu de notre propre histoire. Au fil de ses marches, Gilles a parcouru plusieurs segments de ces routes mythiques, de la voie du Puy jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, de la variante du Rocamadour, la traversée des Pyrénées vers Roncevaux, mais aussi des portions plus paisibles, dont une de celles dont on va entendre parler ce soir, de Cluny au Puy, qu'on appelle la Via Clunisiensis, ou encore la magnifique vallée du Celé. Ce soir, il nous propose de marcher avec lui à travers trois chemins, trois expériences différentes, faites de paysages, de rencontres et de moments marquants, et j'oserais dire magiques. Bonne soirée à tous. Merci Gilles. La parole est à toi. Bon, merci. Merci. C'est ça. On dit mon chemin, trois types. C'est vraiment trois types. Puis, ce que je me rends compte, les chemins qu'on fait, c'est basé un peu sur nous. Avant de commencer les chemins, c'est de dire un peu qui je suis. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui me connaît. Je viens ici, mais je me mêle pas beaucoup. Fait que mon nom, c'est Gilles Major. Je suis un Gaspésien. Je suis un retraité. Puis, je marche beaucoup. 7 km par jour, assez souvent, avec Françoise. Puis, ça fait partie de moi de marcher comme ça. Puis, quand j'ai découvert Compostelle en 2023, ben, j'ai eu effectivement la piqûre. Puis, je me suis dit, j'ai fait un chemin, je veux en faire un autre. Puis, quand j'ai fait la dynamique pour quel chemin que j'allais faire, je me suis servi de mon expérience, de mon chemin de 2023 pour faire celui-là. Fait que ce que je vais partager avec vous, c'est ma préparation, mais en même temps, tous les chemins que j'ai faits l'été passé. Donc, dans les trois chemins, je suis marché du 1er mai au 4 juillet. Je suis arrivé en France quelques jours d'avance. Je suis arrivé à Mâcon. J'ai passé 2 jours. C'est pas tellement loin de Cluny. Ça me permet, justement, au niveau de décalage horaire, de découvrir un peu cette ville-là. Puis, donc, Cluny-Siensis, c'est de Cluny à Puy-en-Velay. L'autre, après, c'est 5. Donc, Cluny-Siensis. Après ça, la vallée du Celé. J'avais fait déjà en 2023 de Figeac à Cahors, mais en passant par le bas. Là, ce que je vais faire cette année, c'est de passer plus haut un peu. Puis, en 2023, je m'étais rendu jusqu'à Roncevaux, bien, Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais décidé de monter Roncevaux. Donc, c'est les trois chemins que je vais vous parler ce soir. Mes motivations qui a décidé ça, vu que c'était mon deuxième chemin, j'avais confiance en moi. Parce que j'avais regardé en 2023 pour marcher de Lyon à Puy-en-Velay, mais c'est pas documenté autant, c'est pas supporté autant, il n'y a pas autant de monde. Fait que j'avais vraiment de l'insécurité. C'est pour ça que j'ai décidé de partir de Puy-en-Velay, parce que j'avais vraiment le temps de marcher. La preuve, quand j'ai terminé, je suis allé m'amuser à Saint-Jean-de-Luz, mettre les pieds à l'eau, je suis allé à Bordeaux, tout ça. J'ai eu le temps. Fait que j'aurais eu le temps, mais je n'étais pas assez confiance en moi. Donc, c'est une chose. L'autre, la documentation, bien, avec Denis. Denis a fait ce chemin-là l'année avant, 2024. Fait qu'il m'a montré le document pour nous aider justement à trouver les gîtes, trouver les places où rester, parce que ça aussi, ça fait partie de l'insécurité. Il n'y en a pas autant que quand on est sur le chemin de Conques en continuant, puis en volée. Des discussions justement avec Denis, avec d'autres aussi que je rencontrais, parce que le Camino Frances, ça me faisait peur un peu, parce que je me dis, il y a trop de monde, c'est les dortoirs, c'est tout ça. Mais en jasant avec les gens, je me suis approché que je pouvais l'adapter à mes besoins, à moi, à ce que je voulais faire vraiment sur le chemin. Puis, des rencontres d'amis et d'amis.
quand je l'ai fait en 2023, j'ai rencontré des gens, je vais vous en parler tout à l'heure, mais je suis allé les rencontrer à nouveau. Parce que ça faisait partie de mon monde maintenant. Puis la dernière partie des photos d'Étisie, vous allez voir tout à l'heure. Donc, ce qu'on regarde depuis envolé, excusez. Depuis envolé, on est ici. Fait que j'avais marché jusqu'à Figeac. Il y a une petite variante Rocamadour. Je l'avais fait en 2023. C'est 3 jours à pied. C'est pas tellement loin. Puis c'est tellement beau de voir Rocamadour, le château, le monastère, puis le village en bas. J'arrive à pied, tu vois ça, c'est merveilleux. Ça vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup de monde, par exemple, quand on arrive là, mais c'est un beau paysage à voir. Fait que je suis revenu en train jusqu'à Figeac, puis là, j'ai continué jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis quand je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, tout le long, les gens me disaient, si j'étais toi, tu vas être en jambe. Je monterais tout de suite en haut à Roncevaux pour éviter que l'année d'après, si tu reviens, mais partir tout de suite en bas de la côte, ça peut être difficile un petit peu. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai même monté 2 fois à Roncevaux. Je vais vous raconter tout à l'heure. Donc, c'est le chemin que j'ai fait en 2023. J'ai rencontré des amis, David et Caroline, c'est un couple. À Puy-en-Velay, la première soirée où je suis arrivé à Puy-en-Velay, on a soupé ensemble. Puis ces gens-là étaient assis à côté de moi, puis on a développé une belle amitié, des belles discussions. Puis on s'est perdu de vue, mais 2 jours après, on s'est revus. Puis on a marché ensemble. Eux, ils venaient de Cahors, puis David rentrait chez eux à pied. Je trouve ça beau, quelqu'un qui me dit « Ah, ben moi, je rentre chez nous à pied. » Fait que, puis Caroline, malheureusement, cette journée-là, elle a terminé de marcher parce qu'elle s'est fait mal à une jambe, elle n'a pas pu continuer. Donc, j'ai fait un bon bout de chemin avec David. Puis, par la suite, j'ai rencontré 2 amis. La petite au centre, elle s'appelle Anaïs, elle vient de Bergerac. Puis, l'autre à côté, c'est Sylvie Bernaudat. Puis, elle vient de Reims. Fait que dans mon voyage, je devais aller les rencontrer ou eux venir marcher avec moi, mais il s'est passé toutes sortes de choses. Donc, ça, c'était une autre raison pour laquelle je voulais aller à Cahors. La vallée du Célé se termine à Cahors. Puis, Bergerac, bien là, j'ai pris un transport pour aller à Bergerac, passer 2 jours après. Roncevaux, moment de réflexion. Roncevaux, je suis monté 2 fois. Une première fois avec Sylvie. Puis, moi, je n'étais pas pressé, j'avais le temps, mais quand on est monté, il y avait du brouillard, on n'a rien vu. On arrivait, les chevaux sauvages ou les moutons, mais on arrivait face à eux, mais on ne les avait pas vus d'avance. Les paysages, je ne les voyais pas. Fait que je suis resté, on avait réussi à négocier pour un gîte que je reste quelques jours. Bien, 2 jours après, j'ai décidé de remonter à nouveau, mais il y avait encore beaucoup de brouillard. Mais quand je suis arrivé en haut, on peut voir, c'était la vue, j'étais en haut des nuages, c'était clair, c'était beau, mais j'ai pas vu rien parce que je suis retombé dans les nuages après. Fait que les 2 fois, malheureusement, j'ai pas vraiment vu, mais la 2e fois, pour redescendre, parce qu'on part tôt le matin pour prendre l'autobus pour revenir, parce que je revenais coucher à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais pendant que j'attendais l'autobus, je voyais la pancarte « Santiago de Compostelle, 790 ». Puis là, je voyais des gens qui partaient. Là, je me suis dit, je pense que mon chemin n'est pas complet. Moi, je termine ici, mais je pense que l'appel était là. Fait que ça a été un peu un incitatif pour me dire, le prochain chemin que tu fais, il faut que tu inclues de te rendre à Saint-Jacques, mais un peu plus loin aussi, à Muxia, Finistère et Muxia. Donc, c'est vraiment les moments de réflexion qui m'ont fait dire, bien, je pars. Fait que ma préparation. Planification de la durée, c'est, j'ai fait 91 jours. Normalement, ce que j'ai appris, normalement, à cause de l'espace Schengen, quand tu es en Europe, tu ne peux pas rester plus de 90 jours, à moins de demander un visa longue durée. C'est pas grave. Au début, j'avais prévu 98 jours. Fait que j'ai écrit pour la France, demandé un visa longue durée en France. Quand j'ai fait les démarches, d'un coup, on m'a dit, vous ne restez pas 90 jours en France. Je dis, non, je marche Compostelle, je m'en vais en Espagne, mais on ne peut pas, dans l'espace Schengen, dépasser 90 jours si on sort d'un pays. Fait que je ne peux pas demander un visa longue durée de la France pour aller marcher en Espagne pendant ce temps-là. Fait que si jamais quelqu'un trouve une façon qu'on puisse le faire dans l'espace Schengen, dites-moi-le, parce que c'est vraiment mal commode. J'avais déjà acheté mon billet d'avion. Il a fallu que je change mes dates pour rester 91 jours. Mais là, je vous avoue, 91 jours,
ça ne m'inquiétait pas. Je partais le matin du 91e jour. Fait que je me dis, je me ferai pas arrêter à l'aéroport. Donc, ça, c'était une contrainte. L'autre, ben, je devais être à Barcelone le 8 juillet, parce que Françoise, ma conjointe qui est là, elle ne peut pas marcher des Compostelles comme ça, mais quand on finit, elle vient me rejoindre, puis on fait 3 semaines de vacances. En 2023, c'était Bordeaux et sa région. Cette année, c'était Barcelone. Fait que c'est pour ça que il fallait que je termine pour le 8 juillet, être là pour l'accueillir à l'aéroport. 2 jours à Mâcon pour le décalage. Fait que là, le parcours final que j'ai gardé, donc Cluny-6 de Cluny à Pierre-Envolé. Justement, ça, c'est une ancienne voie. Quand on parle du développement de Compostelle, Cluny a participé beaucoup au développement des chemins de Compostelle, mais c'est moins connu maintenant. Fait que c'est pour ça que j'étais curieux un peu de voir à quoi ça ressemblait. La voie du Célé, Figeac à Cahors, parce que tantôt, j'ai fait comme ça. Là, je voulais faire dans l'autre direction. On s'était promené en 2023 dans la région, puis j'avais pu voir comment c'était beau, mais de marcher, tu as vraiment le temps d'apprécier en plus. Puis, la dernière partie, Camino Frances, j'ai commencé Saint-Jean-Pied-de-Port, mais je suis parti de Roncevaux. J'ai été couché à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais je suis monté en autobus, puis je suis parti de Roncevaux jusqu'à Burgos. Après ça, j'ai sauté la Meseta parce que j'avais une contrainte de 8 jours, parce qu'il fallait que je sois le 8 juillet. Fait que c'est pour ça que de Burgos à Lyon, j'ai pris le transport en commun, puis Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à Finistère et Muxia. Donc, c'est vraiment le parcours que j'ai fait durant mon séjour cet été. Téléphone, j'achète toujours une carte SIM en France et en Espagne pour avoir un numéro espagnol ou un numéro français. Je trouve que c'est plus facile pour moi de communiquer avec eux autres et leur laisser mon numéro de téléphone s'ils ont à me rappeler, tout ça. Fait que ça, c'est un peu mon dada à moi pour ce qui est de ça. Fait que le chemin de Cluny à Puy-en-Velay, ça représente 295 km. C'est 13 étapes. Fait qu'on peut voir le chemin. Ici, on voit qu'on peut se séparer en deux, mais moi, j'ai gardé ce côté ici. Saint-Paulin, Choméric, tout ça, pour faire ça. Mais c'est vraiment rendu là, ça se ressemble un petit peu au niveau des chemins. Fait que 13 étapes, c'est pas des étapes qui sont un peu aussi précises que quand on fait depuis Envolé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, c'est pas le même genre de chemin qu'on va faire. C'est pas aussi... il n'y a pas autant de gîtes non plus. Il faut faire des démarches et tout ça, mais on va le voir un petit peu plus loin. Fait que les caractéristiques du chemin, c'est très bien balisé. Fait que 2 fois par année, les hospitaliers, donc ceux qui nous reçoivent, font le tour des chemins pour contrôler que les balises sont bien là et sont visibles. Parce qu'il y a beaucoup de coupes de bois qui se font dans ce coin-là. Fait que de temps en temps, les balises disparaissent. Fait que tu te dis comment être sûr qu'on prenne le bon chemin. Mais j'avoue que jusqu'à maintenant, quand je l'ai fait, j'ai pas eu de problème du tout. C'était bien fait. On marche seul la majorité du temps. C'est un chemin, il y a peut-être 350 personnes qui vont le marcher durant l'été. C'est vraiment pas beaucoup utilisé. Les gens partent souvent comme de l'Allemagne, les chauds de gens, ils peuvent descendre par là aussi, à la voie de Genève, là, comme on disait, mais plus bas. Mais il y a déjà beaucoup qui arrivent par cette région-là aussi. Les gîtes, c'est des accueils Jacquard-Haras. Accueil Rhône-Alpes. Et voilà. Fait que c'est particulier un petit peu. Ça prend vraiment une crédentiale pour avoir des endroits où coucher. C'est important de l'avoir. C'est de demi-pension. Donc, on a le souper, le coucher et le déjeuner. C'est donativo. La majorité des endroits où on va, c'est vraiment donativo. Puis, les gens, c'est ça, on est reçu chez les gens. Donc, c'est pas comme Cluny, pas Cluny, mais Puy-en-Velay et ce chemin-là où là, on est 12, 13. Non, on arrive, on est tout seul souvent, toute la journée. On arrive, le soir, on est reçu. Mais on est tout seul avec les gens. On est vraiment là en train de discuter avec eux. On pose des questions, ils nous répondent. Mais la même chose, ils peuvent nous poser des questions. On a le temps de répondre. Fait que c'est vraiment un parcours privilégié pour ça. Parce que vous allez voir, tantôt, je vais vous donner 3 exemples de gîtes où je suis allé. J'ai vécu des expériences vraiment, vraiment superbes. Là. Fait que,
Oui? Pourquoi c'est écrit qu'ils ne sont pas obligés de recevoir? C'est ça, parce qu'on va rester chez des gens, des particuliers. On va rester chez des familles, chez des gens qui disent, ben OK, moi je vais ouvrir ma porte pour vous recevoir quand vous allez passer, si je suis là, si je suis disponible. Je ne suis pas obligé, parce que je suis dans le guide, de répondre puis d'être là. Oui, c'est ça, parce qu'on va... Quand on appelle qu'on a une entente avec non, ça c'est sûr. Puis, non, excusez, ouais, c'est un bon point. Non, normalement, on appelle 24 ou 48 heures d'avance pour être sûr d'avoir des choses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une confrérie, il y a une association justement de Rhône-Alpes, Accueil Rhône-Alpes, puis tu appelles un endroit, non, je ne peux pas te recevoir là, mais ils vont te référer à quelqu'un d'autre. Ils ne te laissent absolument pas tomber, puis il y a même des gens, comment je pourrais demander à quelqu'un, un étranger, pour moi, de venir ouvrir la maison, que tu sois là, ou encore, tiens, je te donne les clés, rentre à la maison, moi, je vais arriver une couple d'heures après, ou des choses de genre. On est vraiment en contact privilégié avec les gens. On est dans un privilège de partager des moments avec eux. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas arriver comme un cheveu sur la soupe, de dire j'arrive là, parce qu'ils veulent nous recevoir, ils ne nous attendent pas, les autres là. 24, 48 heures, ça leur donne à faire l'épicerie, faire à manger ou s'assurer d'être là. Parce qu'il y a des endroits, effectivement, où c'est plus de... les gens, on n'est pas reçus dans le village où on arrive. Il y a beaucoup d'endroits où les gens viennent nous chercher, ils nous amènent chez eux, puis ils nous ramènent le lendemain où ils nous ont pris pour qu'on continue le chemin, parce que c'est des petits villages. Puis il n'y a pas toujours l'espace pour nous recevoir dans ce village-là. Fait, au niveau des sentiers, c'est toutes sortes de sentiers, des chemins. On traverse. Ici, quand c'est mouillé, c'est fou. Là. Il y a peu de monde, c'est pas tapé. Là. C'est vraiment, là, tu marches à travers de la pelouse, là, puis des foins hauts, fait que tu sors de là trempé avec de la boue, là, ou tu es dans un ruisseau. On voit beaucoup de chemins comme ça où on marche à travers des coupes de bois. Parce que c'est un secteur où c'est beaucoup boisé, puis ils vont couper du bois. C'est pour ça que les hospitaliers passent pour s'assurer que les balises soient toujours là. Une chose aussi, il y a beaucoup de vaches. Puis, moi, je me souviens de la Burdockville, c'est pas vraiment une ville où on va voir des animaux, mais j'avais jamais vu ça, des vaches curieuses comme ça. Ils sont à l'autre bout du champ, ils te voient arriver. Ils partent là, puis ils s'en viennent te voir. Là. C'est tellement drôle, j'ai filmé, là, tu les vois qui s'approchent. Là. Fait que j'ai parlé avec des vaches ce bout-là. Là. Mais c'est fou là, comment ils sont accueillantes, j'ai envie de dire. Là. Ils te regardent, ils s'approchent, là, puis ils voudraient jaser avec toi. Là. C'est génial. Puis d'autres chemins comme ça avec des choses de pierre qui datent. La mousse est prise là-dessus. Là. Tu marches vraiment dans l'histoire avec ça. Là. Hop. Dans les endroits à visiter, il y a une place, ça s'appelait l'abbaye de Cluny. C'est l'endroit où je suis parti. Mais en France, il faut faire attention, le mois de mai, il y a bien des congés et des choses du genre. Fait que l'abbaye de Cluny, la vue que vous avez, c'est celle que j'ai eue. Je n'ai pas pu rentrer, c'était le 1er mai, tout était fermé. Fait que j'ai pas pu, même des endroits touristiques, moi, je suis resté surpris. Parce que même le matin, j'ai voulu aller à la boulangerie, c'était fermé. Il a fallu que j'aille à un magasin, puis c'est le propriétaire qui avait ouvert le magasin, parce que les employés n'ont pas le droit de travailler le 1er mai. L'abbaye bénédictine à Saint-Fortunat, quelqu'un m'avait dit, tu ne verras pas Cluny, tu vas voir à Charlieu, c'est très beau, tout ça. J'arrive le mardi, je vais à mon gîte où je suis accueilli. Puis la madame, je lui ai dit, bon, je vais aller marcher, je vais aller voir l'abbaye de bénédictine. Ah, pourtant, je vais aller te conduire. Fait qu'elle m'embarque dans son auto, elle vient me conduire, elle me débarque, puis elle s'en va. Le mardi, c'est fermé. Fait que j'ai pas pu voir. Je ne peux pas vous montrer des photos de l'intérieur, j'ai pas pu entrer. Fait que le Mont-Saint-Rigaud, j'ai mis ça, c'est particulier un petit peu, c'est une tour. Mais le premier endroit où j'ai couché, c'est chez Yvan. Yvan, il m'avait dit, quand tu vas arriver au Mont-Saint-Rigaud, monte jusqu'en haut. Tu vas voir, s'il fait beau, là, tu vas voir le Mont Blanc. C'est quand même loin, là. Tu vas voir le Mont Blanc. Ah, oui. Fait que moi, je fais mieux. J'arrive là, mais on peut voir que c'est pas très ensoleillé. Je monte en haut, puis j'ai pas vu le Mont Blanc.
j'ai vraiment eu un blanc. Fait que, par contre, il m'est arrivé une belle expérience. En redescendant, quand je suis redescendu, parce que je n'avais pas monté mon sac, je suis en train de mettre mon sac, il arrive un petit couple. Le jeune homme, il dit à la jeune femme, il dit « Oh, ça ne donne pas grand-chose de monter en haut, c'est nuageux. » La jeune femme lui dit « Non, 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 il faut monter, il y a une table d'orientation, puis il parle de toutes les villes autour. Moi, je suis content, j'ai envie de voyager avec ça. » Fait qu'elle dit « Telle ville est là, telle ville est là. » Fait que j'ai trouvé que c'est une belle façon philosophique de dire « Fais avec. » Tu sais, elle monte en haut, puis elle dit « Regarde, je peux tout voir ça, là, je peux tout imaginer ça, de voyager. » Fait que ça m'a comme mis sur le chemin de dire « Moi aussi, il faut que je développe ça quand je vais arriver quelque part, d'apprécier, de voir. Quand c'est comme ça, c'est tout. » Fait que Église, le bénisson Dieu, on ne voit pas beaucoup, mais c'est la toiture qui est vraiment particulière au niveau des céramiques, puis tout ça, là, c'est tout coloré, c'est vraiment beau. Puis Marolles, c'est un village fortifié où les autos ne peuvent pas entrer, puis les gens qui demeurent là, c'est tous des artistes, pour la majorité. Donc, c'est une place où on va se promener, on visite les artistes. Fait que moi, j'ai demeuré dans cette bâtisse-là. Puis ce qui est particulier, c'est que c'est construit à même la forteresse. Fait que les personnes chez qui je demeurais, bien, pour rentrer dans leur chambre, ils passaient à travers un mur où les gardes passaient à l'époque. Fait que c'est vraiment avec l'histoire. Fait que tu dis, il y a toujours un gardien de sécurité qui est dans leur chambre, qui s'assure que tout est beau, mais c'est vraiment, tu vis avec l'histoire. Fait que là, je vais vous parler de 3 expériences que j'ai vécues où j'ai été reçu. Fait que le premier, c'est de grands fonds, c'est Yvan Boulet. Yvan Boulet, il est venu me chercher parce qu'il ne restait pas dans le même village. Je suis allé chez eux. Quand je suis arrivé chez eux, là, c'était à l'envers, c'était chargé, c'était, oh là là, c'était un peu inquiétant. Mais, regarde, je suis là, on va voir. Puis, on a échangé, j'ai appris son histoire un petit peu, mais en même temps, il y avait des animaux. Lui, il travaillait dans un village beaucoup plus loin, mais il y avait des animaux. Fait qu'il y avait des chèvres, il y avait des moutons à 4 cornes. Ils ont 2 cornes de chaque côté. Je n'avais jamais vu ça. Puis il y a des vaches vikings là, qui sont toutes laineuses. Fait que d'un coup, pendant qu'on jasait, il me dit « Viens-tu, on va aller les nourrir. » Fait que je suis parti avec lui, on est allé nourrir les chèvres. Je les ai à portée de main. Les moutons, j'avais jamais vu des moutons avec 4 cornes. Les vaches comme ça, tu te dis « Wow, je suis en train de faire ça. » Puis là, dans la soirée, en soupant, on a continué à jaser, puis il m'a expliqué pourquoi la maison était toute pleine comme ça. Sa femme est décédée il y avait près pas 1 an. Puis, quand elle a eu son cancer, elle est allée rester ailleurs. Mais après qu'elle est décédée, il a tout ramené chez lui. Puis qu'il n'a pas eu le courage encore ou la capacité de remettre ça en place. Fait que c'est pour ça que c'était tout encombré, mais il y avait un grand cœur. L'autre endroit, ça s'appelle la Musardière. La Musardière, c'est à Paupières. Fait que c'est le soir d'après. Cet endroit où j'ai été reçu par 2 dames qui avaient un gîte, qui avaient des petites cabanes, comme on peut voir là, pour les gens de Compostelle, puis aussi qu'il y avait un endroit où ils pouvaient recevoir des gens pour des mariages ou des choses de gens. Puis ces 2 dames-là, un de leurs plaisirs, c'est d'avoir des poules qui pondent des œufs, mais des œufs de couleurs différentes. Fait que là, ils s'amusaient avec ça. Fait que là, je n'avais pas pris de photos, je leur ai écrit, puis ils m'ont envoyé des photos des poules, puis en même temps des œufs. Mais l'autre chose qui était beau de ces gens-là, c'est des gens qui recevaient des enfants qui étaient maltraités, qui avaient des problèmes, des choses de gens. Ils les gardaient pour 1 semaine, pour 2 semaines. Mais la même chose avec des animaux, des chiens perdus, des chiens errants ou des chats maltraités. Ils les recevaient, puis d'un coup, ils mettaient ces gens-là ensemble, les chiens, les jeunes, puis ils ont développé des choses. Fait que c'était leur projet à eux de développer ça. Puis un volet qu'il y avait, c'était Compostelle pour avoir des échanges avec les gens, tout ça. Fait que ça a été une belle expérience encore. La dernière, prieuré de Montverdun, c'est un château, une forteresse qu'il y avait sur le dessus de la montagne. Bien, on pouvait rester dans le château. Donc, on est arrivé là, on restait en bas ici. Puis quand je suis arrivé, on était juste 2, moi puis une jeune femme. Fait qu'on était tous les 2 avec notre château. Fait que, le soir, c'est moi qui ai fermé la porte.
Fait qu'il n'y avait pas d'intrus qui pouvaient rentrer. J'avais un banc où je pouvais surveiller tous les gens qui arrivaient, mais c'est toute l'histoire. On est là, on regarde. Tu sais, moi, je vois des maisons, tout ça, mais tu imagines un peu, c'est tous les gens, toute l'histoire qui s'est passée là, les guerres, c'est fou. Là. Puis le matin, c'est moi qui ai ouvert la porte pour dire, on peut partir, on peut laisser les gens rentrer, mais on peut aussi partir. Fait que j'ai vécu une expérience absolument phénoménale avec ça, là, d'être là, puis de voir ça. Là. Hop. Mais pour revenir avec... Tantôt, on parlait des gîtes. Quand on fait de Cluny, il faut faire attention au mois de mai. Le mois de mai, c'est vraiment particulier parce que beaucoup de gens sont en vacances. Il y a des gens qui vont faire les ponts, des choses de genre. Fait que ça peut arriver quand on fait la première partie où il y a tellement peu de gîtes que tu fais beaucoup de téléphones. D'un coup, tu arrives comme à Montbrisson, ça m'est arrivé. Bien, quelqu'un qui ne répondait pas, je n'avais pas de retour d'appel. Excusez-moi, il a fallu que je prenne une chambre avec Booking pour rester parce que je n'avais pas réussi à trouver personne qui pouvait m'héberger dans cette fin de semaine-là où il y avait congé. Fait qu'il faut faire attention à ça quand on arrive avec ces genres de randonnées qu'on fait là, bien, pour être sûr d'avoir une place à coucher. Fait que, J'ai décidé, dans le fond, de prendre un temps, plutôt qu'à d'attendre les 3 tronçons de chemin, pour avoir des commentaires, des questions pour ce chemin-là. Ensuite, on prendra la pause et on reviendra après la pause pour la vallée du Zélé et le Camino Frances, qui sont quand même, malgré tout, des voies un peu plus connues. Donc, avez-vous des questions à poser à notre ami Gilles en lien avec cette expérience-là qui est, somme toute, particulière? Je peux confirmer tout ce qu'il a dit. Il y a Yves aussi qui en a fait une bonne partie l'année dernière aussi. On l'a fait en 2024. Oui, Alain. Bien, sur le chemin de Cluny, là, les villages, à quelle distance l'un de l'autre? ils sont pas si loin que ça, quelques kilomètres, mais les endroits où on peut rester, il n'y a pas toujours à 20 kilomètres près dire « Ah, ben moi, parce qu'au début, quand j'avais fait mon chemin, je m'étais dit ben, à peu près à 20 kilomètres. Sauf qu'à une journée, c'est 30 kilomètres parce qu'il ne peut pas me recevoir à l'endroit parce que, comme je disais tantôt, ce n'était pas organisé de la même façon que dans les chemins principaux. Fait qu'il a fallu que je fasse un peu plus de kilomètres. Mais le mois de mai, ça m'a joué des tours à cause de ça aussi. Bien, ma question, c'est aussi, pendant la journée, si on veut s'arrêter pour manger le midi, oui. Prendre un café à 10h30 le matin, on va rencontrer les gens. Pas aussi précis que dire à 10h30, ça peut être à 11h. Non, mais... prend son café à 10h. Non, mais effectivement, oui, il y a quand même des places pour dîner en chemin ou des choses de genre, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où tu as quand même un certain temps entre deux villages. Oui, oui, oui. Oui, oui. D'abord, oui. Oui, bien, compte tenu du fait que tu peux marcher 30 km parce que personne ne peut te recevoir chez toi, combien de temps à l'avance as-tu réservé chez les gens? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Maximum, c'est à peu près ça, 48 heures. Là. C'est à peu près 48 heures. Parce que, Puis même, je dirais qu'il y a une tendance même sur le chemin du Puy maintenant, les hébergeurs n'aiment pas qu'on réserve trop longtemps d'avance. Moi, ce que j'entends comme message, 48 heures, 72 maximum, mais les gens qui réservent trop longtemps, les hébergeurs n'aiment pas ça. Souvent, ça donne suite à des annulations. C'est ça, c'est ça. Tandis que 48 heures sont assez certaines de nous voir. Ouais. Anne. Est-ce que tu t'attendais à être aussi seul le jour et le soir? Le soir, comme je disais, je n'étais pas tout seul. Non, mais Ah oui, non, je ne m'étais pas arrêté. Parce que dans le fond, je ne connaissais pas le chemin. Tu sais, dans le fond, j'ai appris en le faisant qu'effectivement, il n'y avait pas personne ou presque qui passait. Non, du tout. Non. Du tout. Je suis un solitaire. J'ai pas. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'avoir le contact privilégié. Parce que quand on est dans l'autre partie, qu'on fait la demi-pension, on se retrouve 12-13 autour d'une table, des choses du genre. Tu n'as pas toujours le temps de parler. C'est pas dans ma personnalité de m'imposer non plus. Fait que j'écoute, j'interviens un peu, mais pas tant. Tandis que là, j'avais l'occasion de parler avec ces gens-là, de découvrir leur histoire, de raconter mon histoire aussi. Puis c'était absolument génial. J'ai une dame de 80 ans qui avait un cancer. Elle me reçoit chez elle.
Mais on a parlé un peu de sa vie. Elle me racontait, en France, on ne dit pas une banlieue, on dit un lieu-dit à côté, mais elle me racontait toute l'expérience qu'elle avait vécue de réparer l'église dans le lieu-dit, les gens qui étaient autour. Elle dit, j'ai vécu un moment de ma vie, mais j'ai eu le temps d'apprendre ça, j'ai eu le temps de parler avec elle de ça. Tu sais, de parler de retraite, de parler de politique, de parler de tout ça. Moi, j'ai trouvé que j'ai été privilégié. Puis le jour d'être tout seul, non. J'allais à mon rythme, je regardais la nature. Puis moi, non, j'étais heureux comme ça aussi. Moi, j'ai fait le même chemin en juillet, puis c'était le festival des grands-parents. Mais là, en juillet, je téléphonais là, avec le guide. Puis là, il dit, « Ah, monsieur, mais est-ce que ça vous dérange? On regarde nos petits-enfants. » Non, non, ça ne me dérange pas. Et très souvent, juste pour parler un peu, faire du pouce sur ce que Gilles dit, au niveau de l'intimité, à un moment donné, je mange, on regarde leurs petits-enfants, c'est que le lendemain, tu arrives pour déjeuner, la carte du Québec est ouverte, puis ils veulent absolument qu'on monte aux petits-enfants où on demeure, etc. Donc, c'est vraiment une atmosphère très, très, très particulière. C'est très intime. Oui, Yves. Oh, excusez-moi. Oui, il y avait ici, puis ensuite là-bas. OK. Ici. Tantôt, tu as montré des chemins de forêt. Oui. C'est quoi le ratio de chemins vraiment grande nature versus les chemins sur une route? 90%. 90%, c'est dans le bois? Ah oui. Bon, ben, ça m'amène à une deuxième question. Est-ce qu'il y a des dangers, genre sangliers? Ah non, j'ai pas. Non? Non, j'ai rien. Moi, t'as rien vu? Non, moi, j'ai rien vu. Peut-être parce que j'avais pas en tête de m'inquiéter de ça, je ne sais pas trop, mais non, même pas de chevreuil, rien, c'est plate, là. J'ai pas vu qu'il y avait dans ce coin. Derrière, C'est plus au niveau peut-être des... C'est fort. On a parlé de guide tout à l'heure, je pense que tu as parlé d'un guide aussi que tu as Oui. utilisé. Est-ce qu'il y a des applications pour notre téléphone? Non, en fait, papier? c'est 3 guides qui sont produits par l'association Rhône-Alpes. Donc, eux gèrent, dans le fond, le chemin de Clunisienne 6, le chemin de Genève et la portion aussi Lyon, le Puy-en-Velay. Et il y a des guides pour chacun de ces chemins-là qui sont mis à ce jour régulièrement, etc. Il n'y a pas... C'est vraiment une association Jacquard, un peu comme nous, là, qui gère le balisage, l'accueil et tout. On les a à la bibliothèque. Oui, je l'ai vu, hein, oui. Oui, oui. On était rendu où, Yves? Ah ben, c'est un commentaire d'abord pour te remercier. Moi, j'ai été très ému quand tu t'es mis à parler d'Yvan Boulet, parce que je suis couché là. Ah oui, oui. Alors, tu l'as fait en mai, toi en juillet. Oui. Moi, j'ai parcouru ce chemin-là au mois d'août. Quand je suis arrivé chez Yvan Boulet, il nous avait dit, je vous prends au col de Cri à 18h. Je suis arrivé là à 17h50. J'ai été arrivé à 18h pile. Mais pour se rendre là, parce que tu n'as peut-être pas dit, c'est que c'est une étape où on fait plus de 1000 mètres de dénivelé. On grimpe pour se rendre jusqu'au col de Cri, pas mal. Oui. Et moi, quand je l'ai fait, imagine-toi qu'il faisait 37 mais dans tout ce que tu as montré, je pense que tu as montré l'essentiel. Premièrement, c'est l'intimité dans les accueils. Ça, c'est vraiment très typique de ce chemin-là. Et il y en a quelques autres comme ça. Oui. La voie de Genève vers le Puy, c'est la même chose. Le Plantagenet à partir du Mont-Saint-Michel, c'est un extraordinaire départ. Le Piémont. C'est la même chose. Les Piémonts, la voie de Soulac. Donc, s'il y en a qui sont tentés par cela, vous avez plusieurs choix. Oui. Mais ça serait bien illustré. C'est quoi la nature de ces chemins-là? Merci. D'autres commentaires, questions? Juste Oui. le 1000 mètres de dénivelé, c'est parce que moi, dans ma tête, je ne les vois pas, les dénivelés. Je marche, je m'en vais, je vais monter le Mont-Saint-Hilaire, je vais monter Sutton, Norfolk, puis on dirait que ça fait partie de moi de marcher, les randonnées. C'est pour ça, Denis m'avait dit, puis comment c'était? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, sans doute. Sans doute, plus tard, je vais y penser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires, questions? Oui. Justement, le niveau de difficulté, c'est quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes? C'est du plat? C'est quelque chose? J'ai envie de dire c'est vallonneux, mais j'ai pas tu sais,
col de Cri. En fait, je pense qu'il y en a deux cols qui s'apparentent à ça, là, 1800, là. Il y en a peut-être deux sur ce tronçon de chemin-là. Pour le reste, effectivement... Il y avait le Mont Saint-Rigaud, où je suis allé un petit peu plus, puis peut-être le col de Cri, mais sinon, dans l'ensemble, c'est relativement comme vallonneux, je dirais. C'est pas les Pyrénées. En même temps, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les deux premières étapes, on croise le chemin d'Assise, celui qui part de chemin en vallée jusqu'à Assise. Donc, souvent même, c'est confondant. On regarde ça, puis il y a des balises qui mènent vers Assise, etc. Il faut faire attention. Monsieur? Au tout début, il y avait un mot qui s'appelait Donativo. Donativo. Ah oui. C'est la libre participation aux frais. C'est un mode de gestion que plusieurs gîtes ont. Donc, lorsque tu arrives là, Donativo, ça ne veut pas dire gratuit, là. C'est que tu participes librement, selon tes moyens, aux frais du gîte en question. Il n'y a pas de taux déjà de prescrit? Non. Ça peut arriver qu'il y en ait des jours, mais la majorité du temps, c'est un mode de libre participation. C'est ça. Dans le chemin, c'est plusieurs endroits. Ce que je faisais, je laissais les sous dans la chambre où j'avais couché, puis je partais. Il y a juste un endroit que la dame, elle m'a dit « T'oublies rien ». J'ai dit « Pardon? T'oublies rien? » J'ai dit « Non, j'oublie rien, j'ai tout ramassé tout ça. » Elle dit « T'oublies rien? » Puis elle me tend la main. Je dis « Non. » Vous êtes Donativo, je l'ai laissé mais je laissais dans la chambre toujours, mais j'étais obligé de lui dire que je l'avais laissé dans la chambre. Ça, c'est pas Donativo, ça. pour moi, Donativo, c'est vraiment de dire tu es resté, tu es heureux, ça a bien été. Mais il y a un endroit, juste pour faire une petite anecdote, je voulais prendre une bière. Le chemin finissait à Marolles. Quand je suis arrivé à Marolles, le bar était fermé. Fait que là, j'étais pas grave. Fait que d'un coup, je passe tout droit où je devais arriver, puis je me fais dire « Hey, Gilles! » Je me tourne, quelqu'un me connaît. Fait que c'était la dame qui me disait « Ben, c'est ici. » Fait que là, je suis rentré chez elle, et je dis « Avez-vous une bière? » Elle m'a dit « Oui, j'en ai pris deux. » Mais quand j'ai donné le Donativo, j'ai donné le montant plus les deux bières. Oui, madame. Oui, je voudrais savoir, les gîtes, c'est gratuit ou c'est la maison des gens? Parce que moi, je l'ai fait, mais on n'était pas dans les gîtes. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. En fait, les gîtes, c'est la maison particulière. Non. En fait, c'est différents modes de gestion. Ce n'est pas tous les gîtes qui sont Donativo. Là, on parle de Donativo sur ce chemin-là. Il y en a beaucoup. Plusieurs, oui. Donc là, tu participes aux frais. Tu paies. Ce n'est pas gratuit. Tu paies selon l'appréciation. Oui. Dans son cas, lui, oui, c'était beaucoup. Oui. Sauf comme le château, c'était différent parce que ça faisait partie de l'histoire du chemin. Mais la majorité des endroits où je suis resté, c'est vraiment chez les gens. Oui, à quelqu'un, puis il mange avec toi, puis tu es reçu. Mais tu peux avoir des gîtes qui ne sont pas chez quelqu'un, mais qui sont Donativo. Oui. C'est combien d'euros que vous donnez? Je pense que c'est 50. C'est chacun qui décide, dans le fond. Donativo, c'est le principe, dans le fond. Moi, je vais vous dire... Par contre, moi, je vais vous dire ce que je me suis donné comme valise. Moi, dans ma tête, il n'y a aucune raison que je donne moins à Donativo que ce que je donne dans un gîte qui me charge un prix fixe. C'est ça. Chacun après ça est libre, là, mais moi, je me suis fixé ça parce que moi aussi, pendant longtemps, je me dis c'est quoi qu'il faut donner, puis c'est quoi qui est... Fait que moi, je me dis, c'est le même service, pourquoi que je donnerais moins? Mais ça, c'est moi, là. Il n'y a pas de règle absolue. Moi, c'est la règle que moi, je me suis donnée. Moi, c'était la même chose aussi. C'est quoi la moyenne? 15 euros par En France, c'est plus du 40 à 60 pour une demi-pension. C'est ça, demi-pension. On a quand même le souper. Le souper, le déjeuner. Oui, le souper, déjeuner, le coucher. C'est pour ça. Fait que, on peut regarder les guides, puis on regarde combien ils chargent les autres, puis on dit, je laisse à peu près l'équivalent. C'est ça, chacun est libre, c'est ça. D'autres commentaires, questions? Fait que durant la pause, vous pouvez venir voir Gilles.